Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Vendredi dernier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un cri d'alerte. L'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré est sur le point de s'effondrer. Pourquoi le consensus écologique ne trouve-t-il pas de traduction politique ou, j'allais dire, plus d'écho? Bonjour Pierre Charbonnier. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous appartenez à cette nouvelle génération de chercheurs, d'intellectuels qui travaillent sur l'écologie. Vous êtes professeur à Sciences Po, vous êtes membre du Centre d'études européennes. Vous venez de publier un ouvrage passionnant et engagé, La Coalition Climat, aux éditions du Seuil. Ce livre part d'un constat simple. Au XXIe siècle, toute politique est une politique climatique. La crise écologique ne relève plus seulement de la science ou de la morale, mais d'un affrontement politique que vous dites structurant, et vous opposez en quelque sorte deux blocs: la coalition fossile, qui est donc attachée au modèle fondé sur l'énergie carbonée et la croissance sans limite, et puis une autre coalition, la coalition climat, qui est embryonnaire mais qui est porteuse de l'idée d'une transition juste. Et justement, Pierre Charbonnier, ce qui étonne, c'est qu'aujourd'hui, cette coalition climat, alors même qu'elle est embryonnaire, elle semble être muselée. En tout cas, on ne l'entend pas en France s'exprimer. C'est l'une des contradictions majeures peut-être de l'époque. Oui, effectivement, on est dans une situation où, en quelque sorte, le débat sur l'écologie à proprement parler a quasiment disparu de l'espace public et ne semble pas être de nature à donner sa colonne vertébrale à la confrontation publique entre partis, à la conquête de l'électorat, toutes ces choses-là. En parallèle, c'est absolument évident que cette question climatique, écologique, si vous écoutez par exemple les grands discours, les grandes confrontations structurantes au niveau de l'Union européenne, au niveau des affaires internationales, elle est omniprésente. La semaine dernière, Mario Draghi, à Bruxelles, a rappelé que l'Union européenne était devant une menace existentielle pour son emploi, pour son modèle de développement, parce qu'elle était écrasée par l'instrumentalisation des dépendances énergétiques par la Russie, par les États-Unis, par l'émergence du modèle chinois. Donc en fait, nous savons que tout ce que nous devons aux énergies fossiles, c'était important, mais nous allons devoir désormais le dériver d'autres choses, d'autres systèmes technologiques, d'autres énergies. Et donc, nous allons devoir compter sur un groupe social pivot qui va être à la fois au cœur de la démocratie, de la stabilité et le vecteur de la décarbonation. Mais alors, l'une des raisons donc pourquoi en fait ce consensus carbone il est si compliqué à fracturer, parce que vous expliquez, Pierre Charbonnier, que la paix depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale s'est édifiée sur les fossiles. Alors ça, c'était effectivement un travail antérieur, et donc ce nouveau livre, La Coalition Climat, en quelque sorte synthétise plusieurs ouvrages antérieurs et essaie de leur donner une résonance plus politique. Effectivement, la première chose à faire, je pense, pour comprendre quelle est la nature de l'enjeu climatique et pour comprendre ces impasses, est d'essayer, en fait, paradoxalement, non pas de comprendre pourquoi les énergies fossiles c'est si mauvais, mais d'essayer de comprendre qu'est-ce que nous leur devons. Nous leur devons en très grande partie la paix, c'est ce que j'avais expliqué donc, dans ce livre l'année dernière, Vers une écologie de guerre. Nous leur devons une très grande partie des cadres qu'on associe à l'émancipation, la liberté, c'est ce que j'avais expliqué encore auparavant dans un livre qui s'appelait Abondance et liberté. Et donc, c'est cette fois ce livre-là, elles ont été au cœur d'un groupe social pivot, en fait, la classe moyenne qui bénéficie de salaires suffisamment élevés, de la modernisation technologique, de l'accès à la consommation de masse. Un groupe social autour duquel se sont constituées, c'est constitué la stabilité démocratique, bon, toute relative, mais quand même existante, de l'après-guerre. Ça, on peut appeler ça la coalition fossile, dans le sens où c'est bel et bien le charbon, le pétrole, l'industrie, le déploiement des infrastructures urbaines, qui en est la condition de possibilité matérielle et technique. Le problème de ça, c'est que les énergies fossiles, ça détruit la planète. Le jeu aujourd'hui, c'est la possibilité d'une recomposition d'un groupe social majoritaire en attente de justice, d'égalité, de rupture des grands privilèges, mais qui soit émancipé de cette dépendance. Vraiment la question fondamentale, et c'est comme ça qu'on rentre dans la question des confrontations autour du climat, c'est qui aujourd'hui est encore, on peut dire, existentiellement dépendant de ces énergies, qui ne l'est plus.
Donc c'est à partir de là qu'on peut commencer à dresser une cartographie des gens qui sont plutôt favorables parce qu'ils sont plutôt gagnants de la transition et des gens qui sont plutôt défavorables parce qu'ils sont plutôt perdants. C'est comme ça que le livre résonne. Mais alors, par exemple, les États-Unis, j'imagine que vous les classez parmi les perdants de cette transition, mais ce sont les États-Unis qui ont mis en place ce que vous appelez la paix carbone. Alors, le cas des États-Unis est singulier parce que il y a la situation géopolitique du pays et puis il y a la situation, on peut dire, domestique, l'équilibre des forces politiques à l'intérieur du pays. Clairement, depuis la réélection de Trump, c'est un pays qui se situe du côté des perdants de la décarbonation, et même plus précisément, on peut dire que c'est un pays qui considère que lorsqu'on leur dit « on va se décarboner », ils le prennent comme une menace. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que fait Trump. « Ah bon, vous voulez décarboner votre économie ? D'accord, dans ce cas, le parapluie sécuritaire, terminé. » Donc quand il va en Écosse faire un deal avec von der Leyen, il lui dit, si vous voulez la garantie de sécurité, il faut acheter du gaz. C'est d'une certaine manière le même mouvement que la Russie avait fait pendant des décennies. Nous resterons un voisin sage et paisible tant que le flux de pétrole et de gaz entre nous et vous sera garanti. Donc la guerre en Ukraine a rompu cette logique. Avec les États-Unis, donc cette logique, Trump essaie de la reconstituer. Mais il faut espérer que ça ne fonctionne pas si nous tenons nos engagements climatiques. Mais ça, c'est l'échelle géopolitique. À l'échelle politique, c'est un peu la même chose. Trump dit à son électorat, vous êtes menacés par la désindustrialisation, par la décarbonation, par la compétition avec la Chine, je vais vous protéger. Les mines de charbon vont rester ouvertes, vous allez continuer à pouvoir conduire vos SUV fossiles. Si vous travaillez dans une usine qui est émettrice, tout va bien se passer pour vous, on va continuer. Et en fait, en Europe, c'est un peu la même chose. La raison pour laquelle nous n'arrivons pas à prendre des décisions structurantes, qui sont en fait de très très grande échelle, c'est un peu une grande transformation qu'on a sous les yeux, pour reprendre le langage de Polanyi. La raison pour laquelle nous n'y arrivons pas, c'est que nous devons faire sortir de la dépendance fossile des gens pour qui cette dépendance est réelle, elle n'est pas idéologique. C'est se chauffer, se déplacer, manger. Et c'est ça qui est en jeu, et c'est pour ça que pour les gens dont le budget n'est pas illimité, acheter une voiture électrique, changer le système de chauffage, isoler la maison, voire peut-être déménager, c'est un coût extrêmement élevé qui fait obstacle à la visibilité du risque climatique lui-même et qui politise le problème. Mais alors, ce que l'on ne comprend pas, Pierre Charbonnier, c'est que, justement, à cet égard, Trump fait feu de tout bois. Alors, vous expliquez, par exemple, dans la coalition climat, votre livre publié aux éditions du Seuil, qu'il explique, par exemple, qu'il ne veut pas d'éoliennes parce que les éoliennes mettent en danger les oiseaux. Oui, alors c'est un argument qu'on entend très souvent, d'ailleurs qu'on a parfois entendu aussi du côté des écologistes. Et ça, c'est une question fondamentale, c'est la question des rapports entre l'environnementalisme et la question climat. On s'était habitué historiquement à poser la question de l'environnement comme une question en fait, de préservation du milieu immédiat, du paysage, de ce qu'il y a autour de nous. Donc on essaye d'avoir un air moins pollué, une eau moins polluée, de laisser se dissiper beaucoup moins d'éléments chimiques, toxiques dans notre environnement immédiat, quitte à ce que ces polluants soient repoussés dans des pays pauvres, par exemple. On désindustrialise, on fait produire ailleurs. Maintenant, la question climatique, en fait, elle est assez différente. Ce qui est en jeu avec le climat, c'est pas, en quelque sorte, le nettoyage, l'hygiénisation de nos relations ordinaires avec l'environnement, c'est la restructuration totale du système socio-économique. Qu'est-ce qu'on produit ? Comment on travaille ? Qui sont nos partenaires commerciaux ? Et quel genre de relations idéologiques, politiques se nouent entre les différentes classes sociales dans un pays ou dans une ère économique ? Ça, c'est une énorme différence. La question environnementale n'a jamais été un enjeu géopolitique majeur. La question environnementale, c'est ça le grand paradoxe, on a pu la faire avancer tout en continuant à émettre des quantités volumineuses énormes de gaz à effet de serre. D'ailleurs, les pays les plus propres, entre guillemets, ceux qui ont fait le plus de progrès sur le plan environnemental, se trouvent aussi être ceux qui sont les plus grands criminels climatiques. Donc là, il y a vraiment une rupture en fait, à l'intérieur de quelque chose qu'on pensait aller de soi. L'environnement, l'écologie, le climat, c'est un peu la même chose. Pas du tout. Le climat, ça va nous obliger à faire... Par exemple, ouvrir des mines de lithium en France, ouvrir des usines de batteries, déployer des infrastructures de logement, de transport,
Donc il faut obtenir des permis pour le faire. Ça, c'est pas vraiment l'environnement, c'est tout autre chose. Mais alors, les réticences, donc ce que vous appelez la coalition fossile, est-ce que, par exemple, ce sont des gens qui refusent de faire de la politique au futur? Parce que ça, c'est une réticence bien compréhensible. La politique, elle se gagne au présent. Pourquoi voudrions-nous que ces gens s'engagent sur une période où ils ne seront peut-être plus là? Alors, moi, je ne suis pas entièrement convaincu que le conflit par rapport au futur, tel que vous le formulez là, soit si central. En réalité, tous les groupes sociaux, tous les groupes d'intérêt, tous les groupes industriels, toutes les parties de l'État projettent une certaine forme de futur. La question est plutôt de savoir lequel. Si vous appartenez à la petite classe moyenne, vous travaillez dans une usine qui est émettrice et dont on vous dit qu'elle va devoir fermer, vous avez une vieille voiture, une maison mal isolée, c'est absolument évident que projeter le futur comme un futur où on décarbone, c'est une menace, c'est un risque social au fond. Et cette perspective va vous rendre adverse de manière totalement légitime. Si maintenant on vous dit, de toute façon, là où vous travaillez, ça va fermer, la question n'est pas de savoir quand, mais de savoir dans quelles conditions ça se fait, avec quelle garantie, quelle reconversion, quelle requalification, là le futur se transforme. Par exemple, on a beaucoup de cas en Espagne de ça. Il y avait une production de charbon, beaucoup de centrales électriques au charbon, etc. C'est comme ça que la question a été structurée par les organisations syndicales, par l'État. On leur a dit, si vous voulez garder un statu quo fragile qui va décliner, quoi qu'il en soit, vous êtes perdant. Par contre, si vous vous donnez l'opportunité d'accompagner le changement technologique, d'entrer dans un circuit de formation, etc., accompagné par l'État, là, la compatibilité entre la projection dans un futur prospère et la projection dans un futur soutenable commence à être moins divergent et plus convergent. C'est ça qu'il faut réussir à faire. C'est extrêmement difficile. On sait que ce sera douloureux pour quasiment tous les segments de la société et que ça le sera malheureusement plus encore pour les segments qui sont déjà fragilisés. Mais c'est pas... Il y a des gens qui aiment le futur et des gens qui ne s'y intéressent pas. C'est quel type de futur on projette. Justement, en matière de futur, il y a de nouveaux problèmes sans cesse. Alors, il y a l'intelligence artificielle qui a représenté, je ne sais pas, un espoir, une menace. Mais il y a aujourd'hui une autre question qui vient se greffer là-dessus. Par exemple, la question des data centers. On écoute Fabrice Cocchio, c'est un extrait de LSD, la série documentaire de Tao Favre sur la transition énergétique. Une série documentaire à écouter la semaine prochaine sur France Culture, bien sûr. La France est un des rares pays européens à avoir, au moins pour les 15-20 ans qui viennent, un excès de production électrique. Donc on voit bien que la problématique, elle n'est pas sur la production, puisqu'on en a trop. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on exporte massivement vers nos voisins, espagnols, allemands, italiens, Benelux et ainsi de suite. Donc la consommation n'est pas le sujet. Par contre, le problème, c'est la distribution électrique. Parce qu'ici, c'est comme vous à la maison, quand vous êtes avec votre aspirateur, si vous voulez le faire marcher, il faut une prise dans le mur. Si vous n'avez pas de prise, vous ne pouvez pas le faire marcher. Nous, c'est pareil. Et les data centers doivent se connecter à des postes Enedis et on crée nos propres postes de transformation. Donc on se substitue à monsieur Enedis, on fait des postes privés pour pouvoir alimenter nos data centers. Mais le problème, c'est qu'il faut pouvoir se raccorder. Et on est toujours dans la dimension de la prise électrique pour l'aspirateur. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve à proximité immédiate un poste de raccordement RTE, non seulement avec de la disponibilité pour me brancher, mais aussi avec de la capacité électrique en amont. Et ça, c'est tout l'enjeu, parce qu'on a effectivement des délais de plus en plus grands maintenant, qui peuvent aller jusqu'à 6, 7, 8 ans avant de pouvoir connecter nos data centers. Sauf que nous, on croit à 30% par an. Un extrait de la série documentaire consacrée à la transition énergétique que vous pourrez entendre la semaine prochaine sur France Culture. C'est intéressant, Pierre Charbonnier, parce que on voit que non seulement il y a donc cette question donc de la coalition climat contre la coalition fossile, mais il y a de surcroît de nouvelles opportunités pour développer des besoins énergétiques. Là, on vient d'en entendre un avec donc besoin d'électricité, besoin en eau pour les data centers. C'est tout à fait inédit. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, cette question climatique, elle se joue sur plusieurs plans en même temps. Là, on a la version ingénieur, c'est-à-dire quel type d'infrastructure on va déployer, pour quels besoins, avec derrière la question qu'on devrait se poser plus à mon avis, est-ce que ces besoins sont réels, légitimes, est-ce qu'il faut les développer ou pas? On est très habitué à poser la question climatique aussi sous l'angle des sciences. Les scientifiques nous alertent sur le danger, il faut les écouter, lutter contre la désinformation.
Ces aspects-là, en fait, sont très présents dans les médias, hein. L'aspect scientifique, écouter les sciences, et l'aspect ingénierie, quelles infrastructures, à quelle vitesse on les déploie, etc. Moi, ce que je regrette, c'est que on parle si peu de ce qui est le cœur du sujet. Nous sommes en train de vivre une transformation structurelle des rapports entre l'État et le capitalisme sous la contrainte d'une urgence. Cette contrainte a une sorte d'effet tache d'huile sur l'ensemble de l'organisation de la société. Comment on mange, comment on habite, comment on se déplace, quel est le rôle structurant de l'État, ce qu'on appelle la planification, comment ça redéploie des alliances, des confrontations géopolitiques. C'est vraiment ça le cœur du sujet. C'est-à-dire, on assiste au déclin d'un certain nombre de secteurs industriels avec tout l'emploi qui va avec. On assiste à l'émergence d'autres secteurs industriels avec tout l'emploi qui va avec. L'État est le chef d'orchestre de cette double pente, hein, une qui baisse, une qui monte. Nous sommes à la croisée des chemins. On commence à voir se croiser les courbes. Et dans ce croisement, un énorme chaos social est en jeu. C'était le moment des Gilets jaunes, c'était bloquons tout, etc. Et on va en avoir des tonnes encore. Si cette croisée des pentes n'est pas organisée, planifiée, politisée, si elle ne trouve pas dans l'espace politique un champion, une organisation politique qui va dire voilà le chemin, voilà ce que l'État doit faire, voilà quel est le budget qu'il faut mettre, et voilà en quoi ça nous sécurise, ça nous modernise, nous n'y arriverons pas. Et ça, on n'en parle jamais, et c'est la seule question qui mérite d'être posée. Pierre Charbonnier, on vous retrouve dans quelques instants. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La coalition climat, travail, planète et politique au XXIe siècle. C'est aux éditions du Seuil. Vous serez rejoint par la géographe Magali Regazza dans quelques instants et on va évoquer à quelques mois de la COP30 les enjeux et rapports de force mondiaux pour cette géopolitique de la transition. 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Le 10 novembre prochain va s'ouvrir à Belém au Brésil la COP30 avec des défis qui s'intensifient face au net recul des politiques environnementales dans le monde. L'Europe revoit ses ambitions à la baisse tandis que les États-Unis de Donald Trump confirment leur désengagement. Pour en parler, nous sommes en compagnie du philosophe Pierre Charbonnier. Vous publiez La coalition climat, travail, planète et politique au XXIe siècle. C'est aux éditions du Seuil. Et puis nous accueillons Magali Regazza. Bonjour. Vous êtes géographe, ancienne membre du Haut Conseil pour le climat. Mon camarade Jean Lémarie vient d'évoquer la question donc des moins bien dotés face au climat. Une réaction à tous les deux, Magali Regazza. Deux points intéressants. Le terme de morale, effectivement, tant qu'on continuera à regarder cette question climatique à travers la morale, on s'en sortira pas, parce que c'est pas un problème de morale, c'est un problème politique. Quand on parle des populations les plus démunies, en réalité, d'abord, c'est elles qui sont le plus victimes du changement climatique. Aujourd'hui. On a les chiffres de la dernière canicule sur le nombre de la surmortalité, par exemple. C'est elle qui souffre du chaud, c'est elle qui souffre aujourd'hui de la précarité énergétique, de la précarité d'accès au transport, de la précarité d'accès à l'éducation à cause du climat. Deuxièmement, et on pourra en reparler sur la COP, on a tendance à regarder les émissions à partir des territoires. Or, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des différentiels énormes d'émissions. Et en réalité, on est en train de demander aux plus pauvres, alors que ce sont eux qui ont le moins de moyens pour faire l'effort, mais qui ont surtout le moins besoin d'en faire, puisqu'ils sont déjà carrément dans les clous de faire cet effort. Et là, il y a quelque chose qui devient absolument insupportable, c'est la fameuse injustice climatique qu'on va retrouver en fait au niveau des COP, dans le rapport Nord-Sud, qu'on va retrouver à peu près partout, à toutes les échelles territoriales, qu'on retrouve aujourd'hui en Europe. Et derrière le backlash en fait écologique, on voit bien en réalité que le backlash, il est nourri par une certaine élite économique et intellectuels, dont nous faisons tous partie, je ne m'exclus pas de ça, qui en fait regardons les choses de manière justement morale, de manière dépolitisée, avec parfois cette bonne volonté d'agir, il faut sauver la planète, et qui ne regardent pas la réalité en fait de la répartition de la charge. Expliquez-moi ce que ça veut dire repolitiser la question, parce que la morale, ça n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Si on dit par exemple avoir un mode de vie vertueux pour la planète, ça n'est pas une question politique, c'est un terme que vous trouvez impropre, Magali Regazza ? La morale, chacun la vit comme il veut. Moi, je suis scientifique, quand je rentre dans mon laboratoire, je regarde des faits. Oh, mais on peut aussi tenter de l'universaliser. Mais l'expression de morale pratique de l'économie était bien trouvée, je pense. Ça renvoie un peu à l'expression d'économie morale de l'historien Thomson. C'est-à-dire, effectivement,
en fait, très souvent, on considère que l'écologie est un problème en fait, de limitation de comportements de surconsommation qu'on s'octroie par plaisir ou par volonté d'ostentation. La réalité, c'est que la plupart des citoyens sont des gens responsables, qui savent, comme vous l'avez dit, comme le dit cette étude, qu'il faut faire attention à la surconsommation. Enfin, les gens sont responsables, qu'ils soient, surtout quand ils sont pauvres d'ailleurs, pour tout un tas de raisons. Par contre, ils veulent que cette responsabilité qui engage tout le monde soit partagée. Et c'est pour ça que ce lien entre morale de la responsabilité et lutte contre le privilège est fondamental. Jean-Yves Durmagin a fait une étude que le Grand Cousineau a publiée, qui était vraiment, les résultats étaient vraiment sans appel. Il y a un très large consensus sur la nécessité d'actions transformatrices. Ce consensus est structuré par l'idée selon laquelle, si l'action transformatrice repose sur les épaules les plus fragiles, alors elle sera rejetée de manière extrêmement violente, extrêmement épidermique, précisément parce que si cette action est voulue par des privilégiés qui, en plus, protègent leurs privilèges, no deal. Et ce problème se pose exactement sous la même forme à l'échelle internationale. Mais on va en parler. Magali Reguetta. Oui, juste, il y a une différence entre pouvoir, devoir et vouloir. Le fond du débat, il est là en réalité. La morale, c'est « je dois ». Bon. Alors, je dois, on peut sauver la planète, on peut le faire pour ses enfants, on a plein de raisons d'agir ou de ne pas agir. Et je précise, l'inaction peut être aussi un choix réfléchi. Et d'ailleurs, Pierre le dit très bien dans d'autres contextes. Quelqu'un comme Elon Musk, il n'est pas climato-sceptique. Simplement, dans sa morale à lui, ou plutôt dans son éthique, parce que là aussi, c'est difficilement généralisable, pour lui, il n'y a pas de crise climatique, puisqu'il s'en sortira, il a les moyens de s'en sortir. Donc, à la rigueur, sa morale, c'est de dire que les plus faibles meurent, c'est du darwinisme social bête et méchant, il n'y a pas de sujet. Et ensuite, il y a le « je peux et je dois » et « je veux ». Et en fait, aujourd'hui, on a oublié que pour beaucoup d'individus, l'action individuelle, elle est cadrée par des structures collectives. C'est pas parce que je veux décarboner que je peux décarboner. Et donc, derrière, la question des alternatives et des choix, elle est fondamentale. Et ces choix, ils sont collectifs. Ils interrogent le pacte social, ils interrogent les services publics, ils interrogent l'action de l'État, ils interrogent l'action de l'entreprise. Ils interrogent l'ensemble, en fait, des structures sociales et collectives qui permettent à chacun, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, moi je parlerais plutôt de pouvoir de faire. Et aujourd'hui, ce que disent beaucoup de gens, c'est que je ne peux plus faire. Je n'ai plus cette capacité. En réalité, la capacité, les anglos diraient plutôt la capabilité. Parce que la capacité, c'est quoi? C'est votre disposition interne, votre propriété qui fait que vous êtes un individu très fort, très grand, très beau. La réalité, c'est que votre action, elle est cadrée à chaque moment par les ressources auxquelles vous avez accès, et puis par le contexte social, politique, économique, qui fait qu'à un moment donné, même avec la meilleure volonté du monde, vous ne pouvez pas. Et ça suscite un sentiment profond d'injustice qui crée ce backlash qui en réalité n'en est pas un. Alors ce sentiment d'injustice, si cette fois-ci on essaye de l'étendre justement à toute la planète, puisqu'on va avoir la COP30, avec donc la question donc, du Sud et du Nord, est-ce qu'on peut imaginer un nouveau leadership du Sud dans ce contexte-là, par rapport donc à ce que vous appeliez tous deux l'injustice climatique? Alors, il y a d'abord une chose qui est, pour le coup, démontrée au niveau du rapport du GIEC, c'est qu'il ne peut pas y avoir de développement au-delà d'un certain seuil de réchauffement climatique. Les objectifs de développement durable ne sont pas atteignables au-delà d'un seuil, en gros, de 2 degrés pour des raisons de biodiversité. Ce qui veut dire que tous les discours qu'on a aujourd'hui sur c'est parce qu'on va empêcher les Suds de se développer, ça ne tient pas la route. Et dans ce cadre-là, on voit bien qu'aujourd'hui, effectivement, on a des puissances émergentes et le fait que la COP se fasse au Brésil est très intéressant et très important parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a une recomposition du leadership mondial autour de puissances émergentes, autour aussi d'un glissement de la centralité du monde, autour de l'ère Pacifique, autour de nouveaux rapports de force, autour aussi de montée en puissance, par exemple, de questions, les peuples autochtones. Au Brésil, c'est absolument fondamental. Autour des questions de néocolonialisme, d'une remotivation du post-colonialisme. Alors, il y a plein de courants de pensée tout autour de ça, qui fait qu'aujourd'hui, ces Suds ont finalement quelque chose à dire, d'autant plus que les Nords, et l'Europe en particulier, avaient positionné leur action climatique sur un registre justement moral. Et donc, on revient à ce que disaient Jean, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Europe ne fait plus le job, à partir du moment où les puissances du Nord qui ont tous les moyens pour se développer ne font pas le job de décarbonation, ça devient compliqué.
Oui, Pierre effectivement, Charbonnier. je vais redire un peu la même chose en cadrant différemment. C'est vraiment fondamental. Donc, dans le segment tout à l'heure, j'ai passé un peu de temps à expliquer que, en fait, on ne peut pas entrer réellement en transition si on ne trouve pas le groupe moteur de la transition et si ce groupe moteur de la transition n'est pas suffisamment large pour parvenir à un état, si c'était une majorité, au moins d'hégémonie. Donc, on passe de la coalition fossile centrale à la coalition climat centrale. À l'échelle internationale, c'est la même chose. Très longtemps, en fait, malheureusement, sous l'égide des Nations Unies, on a pensé que la question de la décarbonation allait pouvoir être menée de manière transversale, au-delà des clivages géopolitiques, via des moyens de coordination diplomatique. Ce rêve-là, en fait, c'est pas qu'il s'est complètement effondré, c'est qu'on l'a un petit peu requalifié. On garde les institutions multilatérales et on essaie de les utiliser comme des arènes à l'intérieur desquelles la fragmentation géopolitique, les clivages sont orchestrés. C'est exactement ce que veut faire le Brésil. Le Brésil, donc, c'est un des grands pays émergents du Sud, est vraiment le prototype de l'endroit où il faut regarder pour comprendre ce que c'est que la décarbonation. Le modèle économique du Brésil, c'est du soja et du bœuf produits sur la déforestation et du pétrole largement exporté dans les pays très riches. D'un autre côté, c'est un pays extrêmement exposé aux risques climatiques directs. Ce qu'a dit Magali est fondamental. Ils savent très bien que leur modèle de développement n'est plus tenable au-delà d'un certain niveau de pression écologique. Ils sont pris dans ce dilemme. Aujourd'hui, ils sont doublement pris dans ce dilemme. Ils voient les États-Unis complètement basculer de l'autre côté, vraiment être le pilier de la coalition fossile. Ils voient l'Union européenne vaciller, tergiverser, attendre. Ils voient, évidemment, on n'a pas encore prononcé ce mot, il fallait qu'on le fasse, la Chine venir avec des propositions technologiques et industrielles révolutionnaires. Le Brésil, aujourd'hui, fait les yeux doux à la Chine pour obtenir des investissements, notamment dans le domaine, comme toujours, les batteries, les voitures électriques, les technologies solaires. La Chine est ravie de devenir un partenaire commercial au-delà de l'exportation de soja et de pétrole. C'est ça qui se passe. La question aujourd'hui est, va-t-il y avoir une coalition d'États ou de groupes d'États dont l'amplitude, le pouvoir, l'hégémonie sera suffisante pour qu'en face des États-Unis, de la Russie, évidemment quelques autres, l'Arabie Saoudite, etc., en fait, la modernisation verte apparaisse comme une voie majoritaire qui garantit la sécurité, la souveraineté, la stabilité et la soutenabilité, notamment de ces grands pays émergents, sur la base d'un consensus technologique. Parce que tous ces pays-là, si on va effectivement les voir en leur disant « Chers amis, maintenant c'est soit le développement, soit la planète », ils choisiront le développement. Magali Regueza, justement, sur la Chine et les États-Unis, parce qu'on voit bien qu'on a une évolution qui n'est pas du tout la même pour ces deux pays. La Chine est devenue un héros d'une certaine forme de décarbonation. Oui, la Chine a compris avant, et notamment avant l'Europe, que la question de la décarbonation était une question de puissance. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une recomposition de ce qui faisait la puissance d'un État. La technologie, l'armée, l'économie. Mais en réalité, aujourd'hui, la Chine a investi massivement dans des stratégies technologiques de décarbonation. Alors, ça l'empêche pas derrière d'ouvrir des mines de charbon, c'est pas le sujet. Mais on voit bien, quand on compare par exemple la Chine et l'Union européenne, l'absence totale en Europe d'une stratégie agricole, l'absence totale en réalité d'une stratégie industrielle, qui serait la stratégie dans 10 à 15 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce que sera demain l'économie mondiale, qu'est-ce que seront demain les marchés, qu'est-ce que seront demain les innovations technologiques, et la production de denrées. On ne parle pas des denrées alimentaires, mais il y a un vrai sujet sur les questions alimentaires et les denrées alimentaires, qui fait que derrière, en réalité, l'Europe est en train de perdre sur la scène internationale beaucoup de puissance, beaucoup d'influence. Elle est en train de perdre de sa puissance technologique, elle est en train de perdre de sa puissance industrielle, et elle est en train de perdre aussi de sa souveraineté. Et donc derrière, dans ce match avec les États-Unis, mais là aussi, il faut dégager l'écume. Le premier mandat de Donald Trump n'a pas abouti à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre ont continué à baisser. C'est beaucoup plus en réalité inquiétant de voir que 10 ans après l'accord de Paris, les chefs d'État européens qui vont se réunir là bientôt, on n'est pas arrivé à proposer collectivement une cible pour cette COP de contribution européenne qui soit une cible qui soit à la hauteur des engagements. Ça, moi, je trouve ça beaucoup plus inquiétant en réalité, parce que ça veut dire qu'on a aujourd'hui un blocage au niveau de l'Union qui avait, depuis Copenhague, joué vraiment un rôle très important pour essayer de retisser
ses liens avec les pays des Sud contre justement les États-Unis, contre justement cette coalition fossile, et qui s'était marquée quand même par un événement qu'on oublie, mais c'est la COP 21. On peut raconter tout ce qu'on veut sur les COP, est-ce que ça sert, est-ce que ça sert pas. La COP 21, c'est une victoire diplomatique majeure, et ça se fait à Paris. Et là aussi, on voit bien que le Paris-Berlin est en train de changer la donne. Sur l'Europe, l'autre question. Alors vous dites l'Europe tergiverse, Pierre Charbonnier, mais les Européens ne sont pas d'accord entre eux. Effectivement, l'une des raisons pour lesquelles l'Europe n'avance pas sur le sujet, c'est les modalités internes de prise de décision, la majorité, etc. Donc l'Europe est elle-même clivée à cet égard entre des pays très très dépendants des fossiles et qui essayent d'en sortir. Bon, typiquement, c'était le cas de la Pologne, mais c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui. À cet égard, l'événement de la guerre en Ukraine a énormément changé la donne parce que des pays qui étaient à la fois très dépendants des fossiles et très exposés à la menace russe ont changé d'attitude à l'égard de l'enjeu de la décarbonation par le vecteur géopolitique. C'est pour ça que ce vecteur est fondamental, et donc évidemment je rejoins tout ce que disait Magali tout à l'heure à ce sujet. Si vous voulez, l'enjeu c'est et ça c'est vrai sur la question au niveau la question sociale comme la question internationale, il faut avoir un rapport profondément réaliste à l'enjeu climatique. Réaliste, ça veut dire sur la question sociale. Trouvons le groupe pivot majoritaire ou la coalition climat, composons cette coalition climat, alignons à cette composition sociologique un agenda politique qui désigne des objectifs et des ennemis. La même question se pose à l'échelle internationale. Il faut compter nos ennemis, compter nos amis. Aussi compter sur eux au sens se serrer les coudes, quoi. Il me semble que la relation entre l'Union européenne et les grands émergents, et on a parlé du Brésil, mais on pourrait parler aussi d'autres pays latino-américains, de beaucoup de pays africains, de pays d'Asie du Sud, c'est l'axe fondamental de la stratégie internationale de décarbonation, en comprenant bien, et c'est là que le réalisme revient, que décarboner, il faut vraiment faire résonner le mot, ça veut dire que j'adresse à toute entité qui vit des fossiles, un message qui est en quelque sorte un message agressif. Je vais faire quelque chose qui ne va pas te plaire. Hein. On dit aux États-Unis, on dit à la Russie, ce qu'on va faire, ça va mettre en jeu votre modèle économique, votre modèle politique. Trump est le symbole de la résistance à ces stratégies. L'Europe doit rester l'un des pivots de l'autre stratégie. Magali Regueza. Oui, alors j'aimerais revenir comme sur le Brésil, parce que ce que Pierre a dit, c'est extrêmement important. Et finalement, sur ce continent sud-américain, nous, on a beaucoup tendance à raisonner par rapport à l'Afrique. On a une grande inconnue sur la carte du monde qui est l'Asie. On ne sait pas trop ce qui s'y passe. On a très peu parlé de l'Inde. Enfin, c'est quand même... Voilà. Mais cette Amérique latine, elle est vraiment passionnante, parce que là, il s'y passe beaucoup de choses. Le Brésil, c'est le Mercosur, par exemple. Quand on parle de décarbonation au Brésil, on parle du Mercosur. Le Brésil, c'est les fronts pionniers. Le Brésil, c'est l'Amazonie. Alors, on l'oublie, mais l'Amazonie, c'est un point de bascule du climat mondial. C'est pas juste un problème de sauver des arbres, des oiseaux. L'Amazonie régule le cycle de l'eau. Ce qui veut dire que ce qui se passe en Amazonie est quelque chose qui touche directement les Européens. Elle est là aussi, la mondialisation, au sens de cette solidarité de destin entre les individus. Et donc, le Brésil, finalement, joue un rôle pivot parce que vous retrouvez au Brésil les enjeux de biodiversité, les enjeux de protection de la nature. Vous retrouvez cette question des peuples autochtones qui est vraiment essentielle au Brésil. Cette question aussi de l'agriculture, les modèles, la question des paysans sans terre, la question de ces modèles de multinationales extrêmement intégrés. C'est pas un hasard si au Brésil, vous avez eu un grand nombre de manifestations altermondialistes. On l'a oublié parce que... mais cette remise en cause des grands modèles productivistes, alors je ne sais même plus comment il faut les appeler, très carbonés, qui sont extrêmement carbonés. La question, par exemple, des OGM, tout ça se joue au Brésil. Et se joue au Brésil dans des relations avec l'Europe. Par exemple, l'agriculture française aujourd'hui est très dépendante des tourteaux de soja brésiliens. Donc tout ça joue aussi des relations commerciales qui font que notre rôle, et l'arrivée de Lula, là aussi, est un événement parce qu'il revient en arrière sur la déforestation. Alors même si c'est pas parfait, hein, dans ces États qui menacent de basculer, on sort de Bolsonaro, il vient d'être condamné, on arrive à Lula, la COP est là. On voit bien qu'en fait derrière ces questions climatiques, on parle plus de climat depuis un moment. On est en train de parler d'économie, d'industrie, d'agriculture. Jean Lémarie. Et on parle de nous. Je crois que l'exemple du traité avec le Mercosur est emblématique parce qu'on parle d'écologie, on parle d'avenir, on parle de nous, on parle de biodiversité, on parle de ce qui se passe en Amérique latine, mais on parle aussi de ce qui se passe dans les fermes,
de la vie ou de la survie d'un certain nombre d'agriculteurs. Et on sait à quel point ce sujet est éruptif. La FNSEA annonce encore une journée d'action là à la fin de la semaine. Donc on est vraiment au cœur du sujet, l'articulation du macro et du micro. Et ça me frappe énormément en vous écoutant. Pierre Charbonnier. Oui, en réalité, je crois qu'il y a qu'une chose qu'on peut conclure, c'est qu'il n'y a pas d'alternative en fait. Il n'y a pas d'alternative entre décarboner ou pas décarboner. C'est pour ça que je parle de réalisme. C'est-à-dire, il y a un chemin de modernisation par des technologies de décarbonation qui est en même temps un chemin de recomposition d'un groupe social de la classe moyenne intégré, solidaire, qui échappe aux écueils de l'extrême droite, de la fanatisation du débat. Et on voit très bien aux États-Unis ce lien entre préservation du statu quo fossile et fanatisation, extrême droitisation de la vie politique. D'ailleurs, c'est le cas aussi au Brésil. Les similitudes ne sont absolument pas dues au hasard. Donc, nous n'avons pas d'alternative. C'est une stratégie consciente, coordonnée à l'échelle nationale, européenne, mondiale, de sortie de la dépendance fossile et au-delà, sur le domaine agricole aussi, ou rien, ou le néant, ou, j'aime pas trop le mot d'effondrement, mais politiquement, c'est comme ça qui se passe. Et c'est pour ça que je parlais Magali Reguezza. C'est pour ça que je parlais de dépolitisation, parce qu'en réalité, derrière, on peut sauver, je vous l'ai dit, on peut s'intéresser à la décarbonation pour des questions morales, pour le rapport à l'eau, pour le rapport à l'animal, à la terre. En réalité, derrière, c'est une vision de la société, c'est un projet social. Quand on parle climat, on parle indépendance, on parle investissement, on parle modernisation. Peut-être qu'en tant que scientifique, on n'a pas su donner ces termes-là. C'est-à-dire que si on avait parlé de... Ça, c'est un changement de paradigme total. Le simple fait que nous soyons là en train de dire la décarbonation, c'est la modernisation, on vit plus sûr, plus propre, mieux, on mange mieux, on vit plus ensemble aussi. C'est un message qui n'a jamais été porté. Mais quand Trump dit, parce que quand vous dites il n'y a pas d'autre choix, mais justement Trump, lui, pense qu'il y a un autre choix. Et ce choix il n'y a pas d'alternative. Ce choix est une impasse et Trump est en train de mettre son pays dans des difficultés absolument monumentales. Il coince les États-Unis dans un modèle technologique et un modèle d'équilibre social qui est totalement obsolète et dont la petite classe moyenne qu'il a tant voulu protéger va être la première victime. Quand tout le monde aura compris qu'une voiture électrique, c'est beaucoup plus simple, plus efficace, et je ne parle même pas d'un train, etc., que tout le reste, que le monde fossile est obsolète, quand tout le monde aura compris ça, et que les États-Unis, pour des raisons socio-économiques, seront restés à ce modèle-là, ils vont payer un prix absolument monumental. Et il ne faut pas que ça nous arrive. Et on le voit déjà en France, pour revenir chez nous, sur par exemple les questions industrielles. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, on n'est pas capable, alors qu'on a maîtrisé le moteur technique, alors qu'on avait une industrie automobile de pointe, et qu'aujourd'hui on devient des concessionnaires de la Chine, on peut s'interroger. Quand vous voyez aujourd'hui que les agriculteurs français... Ça n'est pas uniquement lié, enfin c'est lié évidemment à de mauvaises décisions industrielles, mais c'est lié aussi à des conséquences sur le coût du travail en Chine, sur le dumping. Le coût du travail, c'est un objet politique. Ça s'organise. Et on accuse tout le temps la Chine de faire des politiques industrielles trop volontaristes. Mais ils ont fait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, hier, on a appris à l'Atlantique, une entreprise qui fabrique des pompes à chaleur en France, est en vente. Parce qu'on n'arrive même pas à soutenir la demande de pompes à chaleur, qui est vraiment le truc le plus basique de la transition. Un mot de conclusion, Magali Reguezza. Ce mot de conclusion, c'est qu'on est effectivement à la croisée des chemins. Parce que les décisions qui vont être prises dans les 10 prochaines années, en fait, préparent notre futur. Il faut bien rappeler que le climat, il se réchauffe par le gaz à effet de serre qui est présent dans l'atmosphère. C'est nos décisions d'aujourd'hui qui conditionnent le futur de demain. C'est aussi les décisions d'investissement d'aujourd'hui qui conditionnent la compétitivité de notre entreprise. Quand je lis qu'on oppose aujourd'hui politique climatique en Europe et compétitivité, ça s'appelle du suicide industriel. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Pierre Charbonnier. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La coalition climat aux éditions du Seuil. Merci Magali Reguezza. Vous êtes géographe et ancienne membre du Haut Conseil pour le climat. Dans quelques instants, mes camarades Lucille Como et François Saltiel. Et le 8h45, le journal d'Anne-Laure Chouin.